Salut à tous. Oh non, je sais pas, attends. Bonjour à toutes et à tous, très heureux d'être avec vous sur la chaîne Referee Time, ici au 117 rue du Château des Rentiers, plus précisément à la Fédération Française de Basketball. Aujourd'hui, on a l'honneur pour lancer la salve d'interview, la salve d'entretien, d'aller voir le président, le big boss de la Fédération Française de Basketball. C'est Jean-Pierre Ciuta qui va nous rejoindre, qu'on va plutôt aller rejoindre d'ici quelques minutes dans son bureau. Mais en attendant, on va pouvoir rentrer avec vous dans la Fédération Française de Basketball. Derrière nous, on a tous les trophées, toutes les médailles qui ont été glanées par les différentes équipes de France féminines, masculines, les équipes de France jeunes depuis la création de la Fédération Française de Basketball. Donc ici, on a plein de maillots, on a plein de médailles. La dernière en date, celle en bronze, ramenée des championnats du monde par l'équipe de France A en Chine en 2019. Jean-Pierre Ciuta va nous en parler dans un instant, notamment de cette équipe de France, notamment de la médiatisation. Bienvenue dans le FFBB Store. Alors là, c'est un petit peu Noël tous les jours pour chaque basketteur qui se respecte, pour chaque arbitre également, avec de nombreuses tenues, forcément piques, les tenues vertes, parce qu'on n'est pas assez visible sur le terrain. Plein de livres, plein de t-shirts. Et Raph est là. Raph, je te sers pas la main, Covid oblige. Comment ça va? Ça va, très bien, merci. Et toi? Ça va. Bon, t'as pas l'air de charbonner là. Non, j'ai charbonné un peu ce matin et cet après-midi c'est un peu plus calme. Tu fais quoi? Tu joues à Candy Crush? Non, je joue pas à Candy Crush, je n'ai pas ce jeu. Bon, qu'est-ce qu'on trouve dans ta boutique à part les différents maillots des équipes de France masculines et féminines? Alors on trouve plein de produits à rapport au basket, des ballons, des produits pour la formation, pour les arbitres, pour les supporters et des livres ludiques, des BD sur le basket, etc. Ouais. Merci beaucoup. On va continuer à parler basket avec le grand big boss, c'est Jean-Pierre Ciuta qui nous attend là-haut. Ça va, c'est un bon président? Ouais, ça va. Moi, je l'aime bien. T'étais obligé de dire ça de toute façon. Bon, on va pas aller lui parler de moto, mais en tout cas, on va aller parler de basket avec lui. Merci beaucoup de nous avoir ouvert les portes du FFBB Store. Et puis nous, on se retrouve dans un instant à l'étage, au bureau du président. Salut à toutes et à tous, très heureux d'être avec vous sur la chaîne Referee Time pour un épisode très spécial. C'est l'épisode d'ouverture et on est aujourd'hui dans un lieu encore plus particulier, c'est la Fédération Française de Basketball et on a l'honneur pour ouvrir cette succession de vidéos qui vont suivre d'être avec le président, avec le big boss de la fédération, c'est Monsieur Ciuta qui est avec nous. Merci beaucoup de nous ouvrir les portes de la fédération. Comment allez-vous, président? Bonjour, ça va très bien. On a quelques petits problèmes liés à un virus. Mais malgré ça, je pense on va y arriver. On a eu des moments un peu plus difficiles. On vise maintenant la reprise des compétitions. Ça a été fait là ce week-end. Et puis derrière, on espère que le 5-5 va reprendre tranquillement au mois de septembre. C'est l'objectif. Hein. Voilà. Je vous ai appelé président comme ça, mais est-ce que je peux vous appeler Jean-Pierre? Ce sera plus simple. Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, président. Jean-Pierre Ciuta, vous êtes donc le président de la Fédération française de basket depuis le 13 novembre 2010. Vous avez également été président de la Ligue féminine de basket durant 9 ans. Vous avez obtenu un diplôme d'ingénieur en 81 et ensuite vous avez occupé plusieurs postes au sein du conseil général dans votre région, dans les Hautes-Pyrénées. Ça, c'est pour un peu votre parcours professionnel, mais j'ai envie de m'intéresser au Jean-Pierre Ciuta, joueur. Comment il en est arrivé à s'intéresser au basket? Waouh, je suis tombé dedans comme Obélix à l'époque. J'ai toujours été passionné par le basket. J'ai grandi dans un collège et mon père était directeur de collège et à l'époque il y avait des panneaux de basket. Et dès qu'on avait un moment, je partais avec un ballon et j'allais jouer tout simplement. Et je me souviens, tout gosse, il fallait le dimanche matin que je traverse les couloirs obscurs du collège pour aller à l'église, à la messe. Et c'était à l'époque le pensionnat, il y avait des jeunes filles qui étaient là. Et on traversait dans le terrain de basket pour aller à l'église. Et c'était des cousines qui étaient là. Elles m'ont pris en main, elles m'ont fait jouer au basket. Donc j'ai souvent séché la messe et c'est là où j'ai eu la passion du basket à l'époque. On m'a même raconté une histoire où vous avez terminé littéralement en sang dans votre tenue de toge et vous avez dû mentir un petit peu je crois, à vos parents en disant que c'était un peu compliqué. Vous étiez allé à la messe sans y aller réellement. Je vois que vous connaissez l'histoire. Ouais, effectivement, je suis revenu avec les genoux ensanglantés et mon père me demandait si c'était qu'est-ce qui m'était arrivé. Et je lui ai dit que j'avais trop prié. Voilà, il m'a pas cru, hein, ça, très sincèrement. Donc voilà, c'était sympa. Non, c'était un grand moment. Je suis revenu là, il n'y a pas très très longtemps dans le coin, là, le village natal, puisque ma mère est décédée et tout a disparu. Le terrain a disparu, tout ça, ça me fait quelque chose, mais je retrouve bien les volumes. Et c'est là où je jouais. Je me souviens, j'ai passé des heures, mais j'ai jamais été un très grand joueur, très sincèrement, parce que j'étais asthmatique à l'époque, donc j'étais privé de jeu. Et je me souviens, pour la petite histoire aussi, on jouait dehors à l'époque. Et je commençais les matchs et à la mi-temps du match, mon père allait me chercher avec une couverture.
me ramener donc à l'appartement et puis avec une jumelle, je regardais la fin du match. J'étais content quand les gars gagnaient, mais quand ils perdaient, je préférais être sur le terrain. Voilà, c'était une autre époque. J'imagine vous dites que vous n'avez pas fait une grande carrière de joueur, pourtant vous avez joué jusqu'en National 3 à Tarbes. Qu'est-ce qui a fait que vous avez arrêté, que vous êtes vite lancé dans le coaching derrière? Ouais, bon, National 3, c'est pas un grand niveau, hein, c'était mon niveau et encore, j'étais pas un joueur clé. Je manquais bien évidemment de fondamentaux à l'époque. J'avais jamais fait une carrière en jeune très forte à cause de l'asthme. Mais derrière, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je me suis retrouvé dans un petit club à côté, dans lequel il manquait un coach. Et donc les filles à l'époque m'ont demandé de les entraîner. J'ai dit bon, pourquoi pas. Et ça s'est très bien passé tout de suite, on a fini premier. Enfin, après, il y a des petites histoires comme ça. Et j'ai réintégré mon club d'origine, que j'ai créé, le club de Tarbes. Et derrière, au travers de ça, j'ai entraîné. Puis là, c'était le début de l'épopée. On était en pré-national et puis on est monté tous les ans. Donc je me suis pris au jeu en tant que technicien, dirigeant, puisque je faisais aussi plein d'autres choses. J'étais trésorier du club, j'étais responsable du marketing, j'étais chauffeur du bus. Je faisais tout ça bénévolement à l'époque, donc j'ai passé des milliers d'heures. Voilà, mais ça c'est... Puis je continuais à jouer en réserve quand même, marquer quelques points. J'ai retrouvé des coupures de presse là pendant le confinement où j'avais cartonné en région, c'était assez sympa. C'est-à-dire, c'était quoi? C'était 30 points par match? Ouais, peut-être pas 30, mais pas loin des 25 quand même. C'était assez sympa, ouais. Non, non, mais c'était bien. Bon, c'était pas un grand niveau, mais je me souviens, c'était sympa. Vous vous êtes tourné donc très très rapidement dans le coaching. Est-ce que vous vous êtes dit que... est-ce que c'est à partir de là où vous vous êtes dit je veux faire du basket vraiment mon métier? Non, non, dans le sens où... non, jamais. Mais ça, je me suis jamais posé la question. Moi, j'étais ingénieur. J'ai démarré une carrière d'ingénieur, j'avais 22 ans. Quand j'ai quitté pour venir ici, on est passé d'un service initial de 22-23 personnes. Quand j'ai quitté, il y en avait 500. Mon métier, c'est être ingénieur, c'est construire les routes, c'est bâtir. Et puis, j'ai cette passion du basket que j'ai réussi je dirais, à développer autrement. Mais dans une carrière de bénévole, j'ai coaché à haut niveau, j'ai été élu meilleur entraîneur de l'année, j'étais bénévole. J'ai jamais touché l'argent au travers du basket. Et puis, en 96, j'ai intégré la fédération. Et puis derrière, effectivement, j'ai grandi, j'ai eu des dossiers intéressants à développer, mais tout ça dans une volonté d'être bénévole. Et c'est le jour où j'ai été élu président, où j'ai fait le choix de devenir professionnel, parce que bon, c'est une grosse fédération, on ne peut pas le faire à distance en venant une fois tous les 15 jours, voilà, c'est tout. Mais très sincèrement, dans ma tête, je suis un bénévole du basket, hein. Vous l'avez rappelé, votre premier job en tant que coach, c'est dans le club de Tarbes, club que vous avez cofondé. Vous avez même vous avez amené le Tarbes en finale pour la première fois de son histoire. Le basket féminin, ça a été une évidence pour vous tout de suite, ou est-ce que vous avez commencé un petit peu, est-ce que vous avez prospecté ailleurs dans des championnats masculins par exemple? Ah non, non, pas du tout. J'ai jamais rien cherché, j'ai jamais rien calculé. Il y a eu une opportunité, je l'ai prise. On est venu me chercher parce qu'il n'y avait pas de coach. C'était en troisième niveau de régional à l'époque. Puis moi j'ai dit, c'est une bande de copines, on l'a fait. Puis ça a marché, puis je me suis pris au jeu, j'ai commencé à travailler, puis après j'ai acheté des bouquins, à l'époque Internet ça n'existait pas, et puis je me suis passionné. Être coach, c'est être bâtisseur, c'est un ingénieur. Je dirais, à un moment donné, on a des pierres, il faut assembler les pierres, et puis à un moment donné, réussir quelque chose. Donc il y a la partie stratégique, la partie tactique, il y a tout ce qu'il y a à faire avant. Donc on n'est pas loin du métier je dirais, de bâtisseur, de coach et d'ingénieur. Donc voilà, après, j'ai pas calculé, j'ai pas cherché à savoir s'il y avait de la place à côté, etc. Ça s'est passé. Puis à un moment donné, pour X raisons, j'ai arrêté. On est venu me chercher pour aller entraîner des garçons sur Lourdes après, mais je ne serais même pas allé de moi-même, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Là aujourd'hui on est avec vous ici dans votre bureau au siège de la Fédération Française de Basketball. On s'intéresse à Jean-Pierre Sueta, le président de la Fédération Française de Basket. Et Jean-Pierre Sueta, coach, il essayait d'inculquer quel dynamisme à ses équipes. C'était un coach porté sur la contre-attaque ou plutôt sur le jeu placé? Bah, ça dépend des équipes que j'avais à disposition, puis ça dépend aussi de l'adversaire. Moi, je suis toujours pareil, c'est ma culture. Mes parents étaient profs de maths, donc il fallait résoudre des exercices. Moi, j'ai passé toute ma jeunesse à résoudre des exercices. Donc derrière, être coach d'une équipe, c'est résoudre un problème et gagner. Donc on doit s'adapter. Donc il y a toujours une partie stratégie, une partie tactique. La stratégie, c'est tout ce qu'on fait à l'amont pour démarrer et bien préparer un match. Et la partie tactique, c'est ce qui se passe, la conjoncture. Il y a une chose qui se blesse, etc., etc. Comment on organise les affaires.
il y a un arbitre qui n'est pas bon, qui à un moment donné siffle trop de fautes, etc. Comment on fait, voilà. Donc ça, c'est la partie où on doit s'adapter. Donc après, moi j'ai une devise à la vie, c'est œuvrer ce qui est utile. C'est le pragmatisme. C'est-à-dire derrière, on doit s'organiser en fonction d'eux. Et pas avoir une philosophie, puis mourir avec sa philosophie. Donc voilà, puis ça c'est marrant. Mais bon, c'est cette volonté de trouver des... J'étais connu comme un stratège, voilà. Trouver des solutions. C'est ça qui est intéressant. Et la solution pour le basket féminin, vous en avez été également un peu à l'origine, notamment de la création de l'Open LFB. On a entendu beaucoup de choses pendant le confinement, notamment que cette compétition n'existerait plus. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous officialiser que cette compétition n'existera pas à la rentrée 2020 ? Ah oui, oui, ça a été le choix de tous, hein. Bon, ça fait 100 ans. Moi, j'étais à la genèse de ça. C'était une idée que les Italiens avaient fait avant nous, mais ils l'avaient fait dans des villes directement de province. Nous, on l'avait porté sur Paris, c'était ça l'enjeu. Mais bon, on voit que tout événement s'essouffle, il faut un renouveau. Donc aujourd'hui, on a décidé de passer à autre chose. On fait un gros travail sur la Ligue féminine de basket avec les clubs. On essaie de mettre en place une nouvelle gouvernance avec un nouveau projet, une nouvelle ambition. Et au travers de ça, on ne peut pas faire une nouvelle ambition avec du réchauffé. Donc il a été acté de laisser tomber. On fera un Media Day, on fera un match des champions, on essaiera de faire un gros coup sur Paris. Et puis ensuite, on redonnera ce match supplémentaire au club, puisque les clubs manquent de matchs à domicile. C'est toujours pareil. Donc quand vous êtes 12, ça vous fait 11 matchs à domicile. Si déjà vous en faites un à l'Open de France, ça ne fait plus que 10. On va s'intéresser dans quelques temps aux arbitres que vous avez peut-être comment dire, critiqué dans votre période de coaching. On va également s'intéresser à vos différentes casquettes, parce qu'en plus d'être président de la Fédération française de basketball, en plus d'être père, en plus d'être homme, vous avez été membre du SCNOSF de 2013 à 2019, et en plus, vous êtes vice-président de la FIBA Europe. En fait, vous vous arrêtez jamais. Ouais, bon, déjà sur le fait de critiquer les arbitres, je ne me souviens pas avoir critiqué réellement des arbitres d'un match. D'avoir cherché à prendre le dessus sur une discussion, ça fait partie du jeu. Mais je me souviens, un qui est témoin de ça, c'est Goran Radonjic, qui a peut-être vous raconté l'histoire. C'est qu'on a fait une finale du champion de France contre Bourges à domicile, où on perd de très peu. Et bien évidemment, après, les médias ont dit, mais c'est la faute des arbitres si on perd. Parce qu'en général, quand on perd de 2 points, c'est toujours la faute des arbitres. Non, les arbitres étaient excellents. Si on perd, c'est parce que j'ai fait des erreurs. Donc depuis, je sais que de la part de Goran et d'autres, j'ai le respect. J'ai jamais eu l'impression de critiquer les arbitres. Ils font partie du jeu, à nous adapter. Après le reste, quoi dire, quand on bâtit quelque chose, on a besoin d'avoir, je dirais, plusieurs sujets. On ne peut pas bâtir, par exemple, un mur si on n'a que des pierres. Donc il nous faut du ciment, il nous faut de l'eau. Mais où est-ce qu'on va chercher le ciment? Où est-ce qu'on va chercher l'eau? Où est-ce qu'on va chercher les meilleures pierres? Donc automatiquement, pour être le mieux fourni, on est obligé d'aller chercher ailleurs, sinon on se cloisonne. Quelqu'un qui se cloisonne, à un moment donné, il ne réussit pas le deuxième point. Moi, j'ai toujours dit qu'on s'enrichit de la différence. Et derrière, la différence, on va la trouver par rapport je dirais, au projet des autres. Projet du hand, projet du foot, projet même des petites fédérations. Et derrière, ça c'est intéressant parce que c'est ça qui fait à un moment donné la différence, d'aller chercher ce qui est ailleurs et retirer ce qui est bon pour nous. Voilà. Donc après, l'international c'est important parce qu'on est une fédération nationale, mais noyée dans un monde international. Et le basket français est important. Quand on regarde la puissance de notre fédération, on est numéro 1, je pense, dans le monde, en termes de puissance. Bon, la Chine à part, la Chine c'est un peu spécial, mais la Chine à part, on est plus puissant que n'importe, même que l'Espagne, en termes de nombre de salariés, de budget, etc. Donc ça veut dire qu'on a automatiquement une influence à avoir sur l'international. Vous avez utilisé ces termes, le basket a une place importante en France, mais est-ce qu'il a sa place qui mérite? Je me souviens de vos propos lors de la Coupe du Monde 2019 où vous regrettiez le manque de médiatisation et le manque de personnes politiques présentes pour la médaille de bronze de nos Bleus en Chine en 2019. Aujourd'hui, est-ce que le basket est laissé de côté par les institutions gouvernementales et politiques? Non, je pense pas. Bon, moi je dirais, pour faire simple, il y a le foot et le reste du monde, voilà, pour faire simple. Derrière, après, je pense que c'est surtout un raté, je dirais, conjoncturel de la ministre et de son, je dirais, mais ça c'est fini, je dirais, on est passé à autre chose depuis. Il fallait que je pèse politiquement parce que c'est quand même une Coupe du Monde, voilà. Et je pense que ça aurait été le foot. Il y aurait non seulement la ministre, mais à mon avis, beaucoup de monde autour. Voilà, donc c'est tout. Mais après, bon, moi, j'en veux pas. On est très, très bien perçu, le basket français. Ils savent le travail qu'on fait ici, le sérieux qu'on a, donc on sert souvent d'exemple.
Non, je pense pas. Je pense qu'après, on se pose toujours le problème de savoir si on est à notre vraie hauteur en termes médiatiques. Mais ensuite, on est le seul sport dans lequel il y a une ligue américaine qui tue tout, quoi, je dirais. Donc c'est très très compliqué. C'est très compliqué de parler. Voilà. Et je pense que ça fera toujours des débats. Est-ce que le NBA nous fait du bien? Est-ce que ne fait pas du bien? Je suis sûr que si on fait le questionnement entre vous tous, vous aurez des réponses différentes automatiquement. Donc il faut faire avec. Voilà. Il faut prendre ce qui est bon, toujours pareil, et ce qui est mauvais, il faut essayer de le masquer. Mais non, très sincèrement, le basket est bien. Je dirais en plus, on a un palmarès, je dirais, on a réussi pas mal de choses. On réussit pas tout, mais on est bien, voilà. Vous l'avez rappelé, il y a la NBA qui truste beaucoup les attentions, notamment des jeunes prospects dans les centres de formation. En tant que président de la Fédération française de basket, quand on voit autant de jeunes joueurs français qui évoluent outre-Atlantique, on imagine que c'est forcément une fierté. Oui, bien sûr, mais c'est la réussite de notre travail, ça aussi. Vous savez que chaque fédération, on reçoit une délégation du ministère. On a deux grandes missions. Nous. La première, c'est la performance, c'est-à-dire faire en sorte que nos équipes de France performent sur le plan international. Et la deuxième, c'est ce qu'on appelle l'animation des territoires. Donc proposer des compétitions, proposer une formation, proposer une vie à nos clubs et à nos licenciés. Concernant la performance, pour qu'on soit performant, il faut qu'on ait ce qu'on appelle un parcours de performance ou un plan de performance fédéral, un PPF. On a un PPF de qualité et en plus on a des potentiels. C'est-à-dire que je dirais le mixage des populations ici, ou la mixité, enfin tout ce que vous voulez, fait que derrière on a des gens qui ont un potentiel, ce sont des athlètes. Quand on regarde les gens sur la Guadeloupe, la Martinique ou la Guyane, mais ici quand on va sur la région parisienne, on a des gens de grand talent, des grands potentiels. Donc après, si on a des potentiels et on arrive à travailler avec eux, parce que le système de formation, de détection et de qualité, il n'y a pas de raison qu'on ne réussisse pas. Donc voilà, mais je suis persuadé qu'on peut encore mieux faire. Parce que certains partent aux États-Unis pensant que c'est la voie royale pour aller à NBA. Et je pense qu'on forme mieux nos talents ici, avec des compétitions européennes de qualité, plutôt que d'aller jouer en université américaine, tout simplement. Voilà. Mais après, c'est des choix, et puis il faut respecter les choix les uns les autres. On vous remercie encore Jean-Pierre Sutin de nous ouvrir les bureaux, la porte de votre bureau ici à la Fédération française de basket. On en a parlé il y a quelques minutes, mais on va s'intéresser plus longuement aux arbitres. Question très simple, pour vous c'est quoi un bon arbitre? Bon, l'arbitre, c'est celui qui prend la maîtrise du jeu, qu'il a, je dirais, à gérer. Et le bon arbitre, c'est celui dont on se souvient globalement pas du nom quand il part. Voilà, je pense que moi, je me souviens d'avoir, très sincèrement, quand j'étais coach, j'étais incapable de savoir qui m'arbitrait. Et c'était très souvent, et je considère les bons arbitres, je me suis adapté. Donc voilà, bon, que ce soit un ou une arbitre, c'est quelqu'un dont on se souvient globalement pas du nom. Alors bien évidemment, les meilleurs, on s'en souvient parce qu'on les voit à la télévision et puis ils sont sur les grandes compétitions. Mais je dirais, le grand groupe, c'est des gens qui ont, je dirais, qui ont bien fait leur boulot, qui ont vu une bonne maîtrise, à un moment donné, dans le bon contact avec les acteurs du jeu, que ce soit la table, que ce soit les joueurs, que ce soit les coachs, tout ça. Puis globalement, on fait en sorte que tout le monde sort satisfait, malgré la victoire et la défaite, satisfait globalement de ce qui s'est passé. Voilà. Est-ce que vous, en tant que président, est-ce que vous avez déjà pris le sifflet en étant plus jeune? On a parlé avec beaucoup d'arbitres nationaux, internationaux qui nous disent qu'eux, ils ont commencé à 13, 14 ans parce qu'il manquait de personnes dans leur club. Est-ce que vous, Jean-Pierre Sutin, vous avez pris le sifflet par exemple à Tarbes? Non, moi je me souviens, je l'ai pris jeune, très jeune, quand il fallait à un moment donné participer dans le cadre de la formation. Donc après, je me souviens qu'il n'y avait pas d'arbitre sur un match. Je sais où c'était dans le Tarn-et-Garonne, à Sept-Fonds. Ça s'est pas très bien passé pour moi. Donc concernant aussi les jeunes arbitres, je pense qu'ils sortent trop tôt de leur club. Il faut trouver des solutions pour qu'ils puissent arbitrer dans leur club au départ, qu'ils puissent se former dans un environnement peut-être un peu plus sympathique pour eux, parce qu'ils seront moins agressés normalement par les gens de chez eux. Et puis qu'ensuite on monte en puissance sur le parrainage, de faire en sorte qu'on ait un tandem entre une personne d'une expérience qui peut à un moment donné verrouiller le système quand il y a besoin, et puis derrière le jeune qui va le faire. Donc il y a beaucoup de jeunes qui partent, qui auraient envie de continuer tout simplement parce que ça leur fait peur tout ça. Voilà. Donc on a un travail à faire. Ce séminaire était très intéressant. On va le poursuivre puisqu'on a mis en place des groupes de travail. On va essayer de faire en sorte d'avancer. Moi, je trouve dommage parce qu'il y a des jeunes qui sont volontaires, qui ont envie effectivement de progresser. Si on ne met pas, nous, l'environnement initial pour petit à petit le mettre devant le vrai environnement, ça sera délicat. Voilà. Donc,
C'est des choses comme ça qu'il faut qu'on fasse. Mais d'avoir discuté avec d'autres sports, c'est partout pareil. Et le foot, c'est pire. Hein. Donc, non, et puis ce que fait la Poste aussi au travers de les GNA et puis le lancement avec cette sensibilisation, tout ça, etc. Moi, je trouve ça très, très, très bien. Hein. Je pense qu'on va y arriver. Bon, on a besoin d'arbitres, comme on a besoin de joueurs, comme on a besoin de tout le monde. Je dirais, personne n'est indispensable. On a besoin de tout le monde. Et c'est qu'un jeu au bout du compte. C'est qu'un jeu. Donc l'important, c'est que le jeu il se fasse du mieux possible, en harmonie avec toutes les difficultés de la société qu'on joue aujourd'hui, entre des gens qui ont besoin d'argent, des gens qui sont racistes, des gens qui sont un peu tordus, des gens qui sont tolérants, etc. Il faut vivre avec tous ces gens et puis faire en sorte que la communauté se passe bien. Vous l'avez rappelé, l'arbitrage français est pourtant très performant au niveau international et au niveau mondial. On peut penser à Eddie Viator et Johan Rosso qui ont arbitré des finales de Coupe du Monde. On a également Thomas Bissuel, Marion Ortiz, Cristina Manoli, pour ne citer qu'eux, qui ont officié sur des championnats d'Europe jeunes. Est-ce que la Fédération française de basket continue de les suivre, ou est-ce qu'une fois qu'ils passent en compétition européenne, est-ce que c'est vraiment la FIBA Europe qui s'en occupe? Ouais, bon, déjà, il y a plusieurs choses. Quand j'ai pris la présidence, là, les années 2010-2011, il y avait quand même un retard sur le plan international. Il était tombé à 7 sur les arbitres internationaux, alors que notre pays, la France, devait avoir entre 12 et 15 arbitres internationaux. Donc on a reboussé tout ça. Il y a eu un travail de fait avec le HNO, avec Goran Radonjic qui a fait un gros travail. Ensuite, il y a une ouverture qui évolue là en ce moment avec l'arbitrage féminin. Une volonté de la FIBA aussi d'ouvrir davantage. Donc nous, on avait pris nos devants avec effectivement le groupe HN4 qu'on avait créé, etc. Après, oui, je dirais, une fois que les gars sont internationaux, celui qui les suit plus particulièrement, c'est Goran Radonjic. Et ensuite, on a continué à renforcer le HNO et on donne de plus en plus de missions à des arbitres comme Viator et des Viator qui sont en fin, je dirais, de carrière à l'international, de profiter de cette expérience pour suivre tous les internationaux. Donc la réponse est oui, on crée des programmes, type c'était en route pour Tokyo par exemple, etc. Demain ce sera Paris 2024. Donc, ce type de programme permet de préparer la relève sur les arbitres internationaux. Ouais. Et malgré la présence de ces arbitres français dans les compétitions européennes, dans les compétitions mondiales, certains collègues, certains arbitres regrettent le manque de professionnalisme de leur statut. Il faut rappeler que tous les arbitres ne sont pas salariés à temps plein de la Fédération française de basket, ils n'en sont que 6 ou 7 de mémoire. Est-ce que vous comprenez leurs critiques ? Je ne sais pas si c'est une critique, mais c'est une évolution nécessaire sur laquelle on doit réfléchir. Bon, moi, je leur ai promis, il y a eu la loi de Braillard de mars 2017 qui autorise maintenant ce qu'on peut avoir des arbitres professionnels. Donc moi, je leur ai promis, je me souviens sur un regroupement d'y travailler. On a fait une première réunion de travail. J'ai eu l'occasion de discuter avec d'autres présidents de fédération d'autres sports qui aujourd'hui ne sont pas dans la même volonté d'avancer. Donc pour répondre à la question, la réponse est oui. Je pense que c'est une évolution nécessaire parce qu'il faut la dispo et il faut du travail pour mieux se préparer, puisque toujours pareil, le niveau va continuer à progresser, donc automatiquement tous les acteurs doivent progresser. Et quand on est en train de travailler, etc., même si on essaie de faire, c'est pas simple. Mais après, se posera d'autres problèmes, parce qu'automatiquement, quand on est sur du travail, je dirais le travail, il n'est pas garanti uniquement à des arbitres français, parce qu'on est sur l'ouverture, je dirais, du travail, donc c'est l'Europe. Donc si demain on protège le système en disant on va embaucher par exemple, je sais n'importe quoi, 20 arbitres ou 20 recrutements, on peut avoir à un moment donné des gens qui nous disent mais moi je suis arbitre croître et je veux venir aussi travailler chez vous. Donc si derrière on dit non et on discrimine, on risque d'être reporté sur le plan, je dirais, au défenseur des droits ou tout ce qu'on s'est pris, et on risque d'être embêté. Donc il y a à tout projet qui peut être bon pour l'arbitre individuel de se préparer, etc., on n'est pas persuadé que ça ne va pas ouvrir d'autres difficultés derrière. Donc tout ça, il faut qu'on le regarde profondément. Puis ensuite, on ne va pas, si on le fait, en gros, le groupe HN aujourd'hui, c'est 80 arbitres, je crois, j'ai à peu près. Bon, si on embauche des arbitres, si on embauchera beaucoup moins que les 80, à un tarif qui ne sera peut-être pas le tarif que les gens touchent aujourd'hui, parce qu'entre ceux qui touchent plus, je dirais en tant que pour ceux qui travaillent, plus leur complément arbitral, ils ont quand même, je dirais, globalement une bonne rémunération. C'est pas du tout peut-être c'est un choix de vie qui sera un peu différent. Et les arbitres arbitreront davantage, puisqu'automatiquement ils seront dispo pour faire.
Donc après, c'est un vrai travail à faire qu'on doit engager avec les arbitres. Donc j'avais promis de le faire. Il y a eu plein de choses, j'ai pas pu le temps de m'en occuper, mais ça fait partie du dossier qu'on va ouvrir, bien évidemment. On va parler un petit peu de la Fédération française de basketball. Depuis 4 mois, la France et plus globalement le monde traversent une crise sanitaire sans précédent. Est-ce que vous êtes inquiet pour l'avenir de la Fédération française de basket? On peut rappeler quand même que la Fédération française de basket était sur une dynamique extrêmement positive depuis plusieurs années, notamment en termes de licenciés. Est-ce que ça vous inquiète? Si je dis que ça ne m'inquiète pas, je mentirais. Mais après, il faut être optimiste. On a beaucoup bossé. Notre objectif numéro un, c'était sauver ici les emplois. On est à peu près entre 130 et 140 salariés ici. La priorité, c'était de sauver les emplois parce qu'on ne peut pas redémarrer une entreprise si on n'a pas les forces vives, si à un moment donné, on le recomposer, etc. Donc ça, c'était important. Le deuxième point, c'était faire l'état des lieux de la situation. Bon, on a des clubs qui sont en difficulté, d'autres clubs qui, globalement, s'en sortent pas trop mal. On a, nous, souhaité créer donc un fonds de retour au jeu pour permettre au basket de repartir. Après, moi, je suis inquiet pour la saison prochaine. Bon, dans un premier temps, les clubs vont réduire la voilure, les budgets vont être réduits, mais bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils auront une capacité de recrutement moindre. Et alors, on fera jouer les jeunes. Et alors, donc c'est une bonne chose. Ça peut être une bonne chose quelque part. Après, moi, ce que j'ai surtout peur, c'est d'une deuxième vague de pandémie, peut-être au mois de novembre, décembre. À ce moment-là, ça va être très compliqué. Parce que si on doit... Là, on a terminé les championnats. Globalement, il y avait 70 à 80% des compétitions qui étaient réalisées. Donc, c'était presque la fin. Là, si ça plante au mois de novembre, décembre, c'est un peu plus compliqué. C'est ça qui me fait très peur. Parce qu'après le reste, on a déjà organisé le budget pour la saison prochaine. On sait où on va investir. On va continuer à aider les clubs. On est optimiste. Après, c'est comme tout. Si derrière, on est obligé de tout arrêter, ça va être beaucoup plus compliqué. Vous l'avez rappelé, les clubs de JP Elite, de Pro B, de LFB, même les clubs nationaux, fédéraux, vont voir leur masse salariale, voir leur budget diminuer. Vous avez déclaré auprès de nos confrères de la Dépêche pendant la crise du Covid que le basket français représentait environ entre 400 et 500 millions d'euros. Est-ce que le budget forcément de la fédération est impacté pour l'année prochaine? Oui, bien sûr. Nous, on a un budget. Il y a 10 ans, le budget de la fédération, c'était 18. Là, on est à 38. On était parti sur une dynamique de dépasser 40. Je pense qu'on va retomber aux environs de peut-être 32, 35, si tout va bien. Donc oui, automatiquement, c'est un impact. On va essayer de trouver des solutions. Bon, aujourd'hui, le budget de la fédération, c'est des licenciés, des licences. C'est derrière des compétitions qu'on a à gérer. C'est du marketing. Dans le marketing, c'est les droits de télévision. Et puis après, c'est l'événementiel. Cet été, on ne fera pas d'événement. On avait prévu de beaux événements, par exemple à Bercy, un match de l'équipe de France contre l'Espagne, un double, filles et garçons. Bon, et puis fêter aussi les 20 ans de nos médaillés, etc. Bon, tout ça, c'est un vrai événementiel qui tombe à l'eau. Donc autour de ça, il y a l'argent, je dirais, voilà, c'est un exemple. Donc ça tombe à l'eau. Donc tout ça, ce sera reporté l'année d'après, j'espère, dans le cadre de la préparation de Tokyo. Donc ça, ce type de choses nous autorise à dire que si on maintient le nombre de licenciés, on a pris une réserve quand même dessus. Si on arrive à maintenir notre niveau de partenariat, même s'il sera en baisse, parce que les partenaires souffrent, ce sera moindre mal. Voilà. Président, vous êtes vice-président de la FIBA Europe, donc vous êtes vous êtes presque au milieu du conflit entre l'Euroleague et la FIBA. La FIBA Europe est en charge de la Basketball Champions League. Comment vous percevez le fait que de plus en plus de clubs français veuillent jouer la Basketball Champions League et non pas l'Eurocup ou l'Euroleague? Rien que pour la saison prochaine, Dijon, Strasbourg, Limoges et Cholet est engagé pour le tour préliminaire. Ça n'était jamais arrivé dans le basket français. Est-ce que la Basketball Champions League est en train de prendre le pas sur les autres compétitions européennes? J'espère. Très sincèrement, j'espère. Bon, moi, j'ai rien contre le fait que les clubs français veuillent jouer la meilleure compétition d'Europe, y compris l'Euroleague. Le problème, c'est que les gens qui gèrent l'Euroleague ne respectent pas le basket international, ils ne respectent pas les fédérations. Donc aujourd'hui, le vrai sujet, ce n'est pas l'Euroleague, la BCL, etc. Le vrai sujet, c'est est-ce que le modèle européen du sport va être maintenu tel qu'il existe, c'est-à-dire un système pyramidal où les meilleurs des pays vont jouer les compétitions européennes, ou est-ce qu'on va vers un système américain avec des franchises et une ligue fermée? Donc si c'est ça, et si demain c'est ça, c'est-à-dire qu'on va avoir les meilleurs
clubs de basket d'Europe qui vont se mettre ensemble, ils vont jouer uniquement leur compétition. Ce sera demain les clubs de foot, ce sera les clubs de rugby, les clubs de hand, etc. Donc c'est ça le système américain. Mais s'il y a ça, il n'y a pas je dirais de solidarité avec le sport amateur. C'est-à-dire que derrière, il n'y aura rien pour financer les sports amateurs. Il n'y aura plus de ligue nationale. Il n'y aura plus d'équipe nationale. Donc s'il n'y a plus d'équipe nationale, il n'y aura plus de formation de jeunes puisqu'il n'y a plus l'aspiration des équipes nationales. Et il n'y aura plus de fédération. Donc on sera sur un système à terme d'avoir des ligues fermées qui vont peut-être générer une deuxième ligue réservoir, l'Eurocup, et puis derrière des académies qui vont former des joueurs moyennant finance. Et nous, le basket, les joueurs partiront aux États-Unis se former. Et quand ils se forment aux États-Unis, ils ne sont plus joueurs formés localement, c'est-à-dire qu'ils n'existent plus chez nous. Est-ce que c'est ça qu'on veut en Europe? Et c'est la réponse qu'il faut qu'on pose. Si à un moment donné les gens veulent ça, bon, on fait ça. Mais nous, fédération, on a une délégation du ministère pour former nos jeunes pour l'équipe nationale et animer nos territoires. Et là, dans l'animation des territoires, c'est des compétitions pyramidales. Il y a une ligue nationale, il y a la LM1, des LM2, etc. Donc si ça n'existe plus, il faudra qu'on nous dise ce qu'on est censé faire. Donc après, la FIBA et la FIBA Europe cherchent à mettre en place un projet alternatif en disant mais on essaie à un moment donné de tenir compte de ce qui se passe. Et la BCL, elle est gérée à 50% par la FIBA et à 50% par les ligues nationales. Donc c'est vraiment un projet de ligue nationale qui est là pour servir les ligues nationales, donc le championnat national. Et ce n'est pas le cas de l'Euroleague. Donc on a des investisseurs américains qui viennent de la NBA qui croient en ce projet, parce que ce projet BCL est en train je dirais, d'être essaimé sur d'autres continents, dans l'Amérique du Sud, etc., qui fait que demain, ces investisseurs y croient. Donc il y a l'argent, donc automatiquement, on peut aller chercher des clubs un peu plus huppés, etc. Donc est-ce qu'on est à la croisée des chemins? J'en sais rien. Bon, voilà, l'Euroleague est une très belle compétition, mais c'est les gens qui ne respectent rien. Exemple, les arbitres. On a investi la FIBA, la Fédération française, pour avoir des arbitres de haut niveau. Puis à un moment donné, ces arbitres on leur propose d'arbitrer l'Euroleague. Mais quelque part, quelle est la compensation que fait le EK, l'Euroleague, vis-à-vis de ceux qui l'ont formé? Rien, ça n'existe pas. Même chose pour les coachs, même chose pour les joueurs. Il n'y a pas de retour sur investissement, comme ça existe avec la NBA, avec le buyout. Donc si à un moment donné, ils ne mettent pas ça en place, c'est des gens qui ne font que prendre. Ils ne font que prendre, donc on ne peut pas apprécier le travail qu'ils font. À vous entendre parler dans vos propos, on sent vraiment qu'il y a que le conflit est vraiment réel entre la FIBA et l'Euroleague. Est-ce que vous en voulez à l'Asvel de jouer l'Euroleague par exemple? Non, pas du tout. Non, mais pas du tout. On a toujours dit on a toujours autorisé des clubs français à jouer en Euroleague et on les protège en termes de calendrier. On ne le fera pas pour l'Eurocup. Les gens qui font l'Eurocup, des équipes qui ont été à un moment donné 8e ou 10e, je crois, des classements, qui ont choisi l'Eurocup, bon, tant mieux pour eux, mais ils ne seront pas protégés. Pour la saison prochaine, donc Monaco, les Metropolitans, la Gielbourg et Nanterre 92 ne sont pas protégés. Ils ne seront pas protégés, c'est le choix de la Ligue nationale qui va à un moment donné organiser son calendrier. Mais si à un moment donné, il y aura sur la même journée deux matchs, il faudra bien que les clubs y choisissent. C'est comme ça, on ne peut plus faire. Voilà. Mais parce que tout simplement, la structure privée ne cherche qu'à pomper de l'argent. Il n'y a pas de retour sur investissement, et ça on ne peut pas l'admettre. Voilà. Donc c'est ça qui est dangereux. Bon, il y a les fameuses fenêtres, je ne vais pas en parler, les fameuses fenêtres internationales, qui fait que demain, normalement, ils devraient mettre à contribution et laisser les joueurs disponibles pour les équipes nationales. Ce n'est pas le cas. Donc, on va même chercher à mettre des journées de compétition d'Euroleague en même temps que les journées. Mais c'est fait exprès, c'est-à-dire la journée de compétition d'Euroleague était là, la fenêtre était là, on est venu changer pour la mettre dessus, pour créer les conditions de l'échec. Donc moi, des gens comme ça, moi je ne peux pas les voir, c'est tout. Ils le savent en plus. Ils le savent, c'est pas une nouveauté, et vraiment c'est une entreprise qui a l'air de fonctionner totalement à part et qui a l'air d'être totalement déconnectée du basket national dans chaque pays. Ouais, mais c'est géré directement par les gros clubs. Et, on peut comprendre ça. Je suis gros. Je suis le PSG foot. Voilà, je suis gros. À un moment donné, j'accepte de faire des sacrifices pour jouer avec la communauté, avec des clubs qui sont moins riches et des clubs qui ne sont pas riches du tout. Mais si à un moment donné, on me propose un projet alternatif où entre riches, on devient encore plus riche, ils choisissent de partir. C'est normal. Mais ça, on n'est pas contre. Une condition, c'est qu'on respecte ceux qui sont en dessous, parce que le PSG s'est fait, parce qu'il y avait aussi des clubs en dessous. Et l'Asvel ou d'autres
se sont faits parce qu'il y a, je dirais, parce qu'il y en a d'autres en dessous. Voilà, donc on a créé les conditions de la réussite de tous ces clubs. Donc il faut quand même tenir compte de ça. Soit on fait le choix de partir complètement et on s'en va. Je dis, mais on ne veut plus entendre parler. Et ça, c'est encore peut-être qu'on y arrivera un jour, je ne sais pas. Il faudra bien qu'un jour, la Commission européenne décide de ce qu'elle veut faire du sport de haut niveau, du sport professionnel. On a beaucoup parlé de l'Euroleague à travers les clubs masculins, les clubs féminins sont pas en reste. Dernièrement, on a appris que Montpellier ne pourrait pas repartir en Euroleague la saison prochaine. C'est Basketland qui normalement devrait les remplacer. Quel est le processus? Vous avez soumis le nom de Basketland à l'Euroleague? Ouais, non, mais c'est simple. Dans ce cas de figure, Montpellier ne repart pas. On a deux solutions. Soit de dire on en reste là, soit d'aller repêcher un club d'Eurocup et l'upgrader en Euroleague. Donc nous, l'objectif, c'est qu'on ne perde pas une place en Euroleague. Donc j'ai appelé la FIBA Europe, j'ai dit Montpellier ne peut pas, on a Basketland qui pourrait faire, je t'envoie les documents dès qu'on aura validé. Donc ça s'est passé comme ça, tout simplement. On l'a fait par le passé, ça, c'est pas gênant. L'important, c'est conserver ses places. Après, on n'est pas sûr qu'avec Covid, il y ait beaucoup de clubs qui soient prêts à repartir. Il n'y a pas que la France qui sera touchée, à mon avis. Et si Basketland prend la place de Montpellier en Euroleague, est-ce qu'il y a un club français qui va prendre la place de Basketland en Eurocoupe? On peut imaginer que celui qui est juste derrière prenne, et si à un moment donné ils ne prennent pas, on n'ira pas chercher le dernier ou l'avant-dernier. À un moment donné, il faut qu'on arrête aussi. D'accord. Une question plus personnelle, est-ce que vous allez être candidat à votre propre succession lors des prochaines élections à la Fédération française de basket? Ça, je l'ai annoncé, oui, je pense que très sincèrement, j'aurais pu me présenter à la FIBA Europe pour la présidence et j'ai refusé parce que je pense qu'il y a encore du travail à faire ici. On est dans un contexte très difficile, le sport français. Et derrière, 2024 est un vrai catalyseur, mais aussi une menace quelque part. Et on doit nous travailler, on doit intégrer le 3-3, on doit intégrer les nouvelles pratiques alternatives. Donc, moi je suis motivé pour lancer. Je pense que j'ai encore des choses à dire pendant 4 ans, mais ce sera le dernier en tout cas. Président, merci beaucoup de nous avoir accordé ces quelques minutes, ces longues minutes même, ici au sein même de la Fédération française de basket. On va souhaiter le meilleur à la FFBB pour la saison prochaine. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter à titre personnel et à titre fédéral? À titre perso, c'est avoir la bonne santé pour pouvoir continuer à œuvrer, parce que c'est l'énergie ici. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'abnégation. Et puis pour le basket français, d'abord une reprise post-Covid importante. Et puis après, pleine réussite aux équipes nationales, pleine réussite au club. Et puis l'harmonie de travail, on travaille vraiment en harmonie ici avec le groupe, l'équipe ici. Donc j'aimerais continuer cette ambiance de travail. Voilà. Et en tout cas, on vous le souhaite et on vous remercie d'avoir été le premier invité ici sur la chaîne Referee Time. Ça a été un plaisir d'être avec vous ici à la Fédération française de basket. Et on vous donne rendez-vous très prochainement sur la chaîne Referee Time pour plein de nouveaux projets. À bientôt.